Donc je vous propose qu'on donne carte blanche à chacun d'entre vous. On va donc commencer par M. Tati, puisqu'il n'y a pas eu droit au cinquième. Écoutez, vous avez peut-être trouvé que je fais montre de fainéantise, voire de faillotage, parce que je vais prendre comme carte blanche la même carte blanche que celle d'Emmanuel Macron lors du dernier débat face à Marine Le Pen, et je vais vous parler du handicap. Handicap qui est un sujet complexe, je l'ai encore vu hier soir, j'étais avec différentes associations qui ont débatté sur ce thème. C'est un sujet moi qui me touche, alors pas directement. Ça m'a touché il y a assez longtemps, c'était mon premier stage. Je faisais des études de droit à l'époque, à Nanterre. Mon premier stage, mon premier dossier, c'était un dossier pour l'Association des paralysés de France. Et c'était un recours contre l'État pour défaut d'accessibilité des lieux publics aux personnes souffrant de handicap. Et moi, à l'époque, j'avais une vision idéalisée de l'État. J'étais jeune encore. Donc ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué et puis ça m'a suivi. Deuxième raison, c'est comme je pense beaucoup d'entre nous ici, on a des profs qui sont touchés par le handicap. Moi j'ai deux de mes très bons amis qui ont des enfants qui souffrent de l'autisme. Alors les deux ont des profils assez différents, mes deux amis, en termes de capital social, économique, culturel. Puis il y en a un qui s'en sort un petit peu mieux que l'autre, mais globalement les deux se heurtent à des murs pour tout ce qui est scolarisation et autonomisation de leurs enfants. Puis brièvement, il y a une troisième chose qui est un peu alimentée la sensibilité à ce sujet, qui est une fois encore extrêmement complexe et devant lequel je suis très très humble. C'est que dans la campagne présidentielle, je me suis retrouvé un peu par hasard à être le messager, le pivot entre une espèce de bande de doudingues handicapés, dont un monsieur qui s'appelle Édouard Brenne, qui est un diplomate qui a eu un accident et qui est tétraplégique aujourd'hui, qui est très proche par ailleurs de Pozzo di Borgo, qui est la personne qui a inspiré Intouchables. Donc cette bande-là s'appelle Les Intouchables. Et avec eux, je faisais le pivot entre eux et Emmanuel Macron pendant la campagne. On a organisé ensemble la visite au centre de soins de Pierre Pape, et puis on a élaboré un petit peu le programme sur ces sujets-là. Donc je ne peux que me réjouir que Emmanuel Macron ait fait, alors non pas une grande cause nationale au sens institutionnel du terme, on l'avait consacré, je crois, à Jacques Chirac à l'époque, mais en tout cas une priorité de son quinquennat. 4 semaines qui viennent de s'écouler, ça a déjà été réaffirmé 2 ou 3 fois. Ça se traduit d'une part, vous l'avez noté probablement, par le rattachement du secrétariat d'État directement au Premier ministre, c'est-à-dire considérer enfin que le handicap est un sujet transversal. Ça n'a pas à être rattaché au ministère de la Santé, c'est un sujet qui est bien plus transversal et large que cela. Et puis l'annonce d'un certain nombre de mesures. Alors la hausse de l'allocation adulte handicapé de 100 € par mois, c'est probablement insuffisant, mais au moins ça montre la direction. Et puis la question évidemment des assistants de vie scolaire pour les enfants, avec l'engagement que chaque enfant puisse bénéficier d'un assistant de vie scolaire, et avec 2 sujets qui sont derrière, qui est celui de leur formation d'une part et de leur pérennisation, parce qu'aujourd'hui les assistants de vie scolaire sont des emplois précaires et tournent au bout d'1 ou 2 ans. Voilà. Il y a probablement aussi des problématiques liées aux structures d'accueil, aux structures spécialisées, avec un vrai sujet. Est-ce qu'on doit chercher à intégrer à tout prix les enfants qui souffrent de handicap dans l'école normale, comme ça, ou est-ce qu'il y a besoin de structures spécialisées? Probablement besoin de passerelles et d'échanges d'expertise entre les deux. Voilà, et puis dernier point, et je laisserai la parole à mes camarades, favoriser aussi les périodes de répit pour les aidants. Il y a 8 millions d'aidants en France, donc 4 millions dont c'est le métier. Il faut qu'on aide et qu'on accompagne ces gens-là, parce que ce sont des gens formidables la plupart du temps. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci. Alors, juste un propos liminaire pour dire que je m'associe à cette attention pour le handicap qui est une cause importante et qui touche beaucoup de nos concitoyens. J'en parle dans mon programme, donc je ne reviens pas dessus ce soir. Non, je voudrais plus simplement consacrer cette carte blanche à tous les anonymes et à tous ceux, à toutes celles dans un cadre associatif ou dans un cadre individuel qui se consacrent pour les autres, qui se consacrent aux autres, qui donnent du temps aux autres. Alors, certaines associations ont pignon sur rue, elles font un travail remarquable. Elles n'ont pas toujours la reconnaissance qu'elles devraient avoir. Les finances, on sait dans quel état les finances à la fois nationales et des différentes collectivités sont.
Et on sait très bien que c'est toujours très compliqué d'être soutenu, d'avoir des financements pour les différentes actions. La détresse, elle augmente de jour en jour, les demandes, les sollicitations sont très nombreuses. Et au milieu de tout ça, on a des personnes qui s'impliquent, qui sont bénévoles, qui s'investissent, parfois qui ont des actions individuelles avec leurs voisins, avec des gens qu'ils rencontrent dans la rue. Et ça, c'est très notable. Et ça, c'est tout simplement la bienveillance que chacun doit avoir dans son action quotidienne. Donc ma carte blanche, elle est pour tous ceux qui donnent du temps et qui donnent de leur volonté, l'huile de poudre, comme on dit, et qui font avancer les sujets. Et à cet égard, je voudrais citer l'initiative de la société civile à Asnières, qui est la création du cours Antoine de Saint-Exupéry, de la Fondation Espérance Banlieue. C'est une école qui accueille des enfants et qui leur propose un encadrement à petits effectifs. À ce propos, je voudrais dire que c'est un peu l'ancêtre de ce que propose le nouveau gouvernement qui a été installé il y a peu, puisque le président Emmanuel Macron propose des classes à petits effectifs dans les classes réseau éducation prioritaire. Et en fait, c'est ce qui a été mis en place par le cours Antoine de Saint-Exupéry à Asnières il y a maintenant 2 ans. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça permet un accompagnement personnalisé des enfants, une prise en compte des difficultés personnelles des enfants, petits effectifs, beaucoup d'attention pour les enfants, mais aussi, je pense, une attention particulière pour les questions d'intégration. On a parlé beaucoup d'immigration, on a parlé des migrants, on a parlé de leurs difficultés, mais je crois qu'il faut aussi leur enseigner l'amour de la France, le respect de nos valeurs, la fraternité, la liberté, l'égalité, qui sont des valeurs très importantes pour nous, pour créer du lien social et du ciment au sein de notre société. Donc, pourquoi je parle de cette initiative? J'en parle parce que justement, c'est une initiative de la société civile, et que la société civile, vous, les autres, les voisins, chacun a quelque chose à apporter à sa ville, à son quartier, à son pays, et on en parle très peu, des initiatives personnelles ou de groupes ou d'associations. Donc cette carte blanche, c'est pour tous ceux qui se dévouent, qui se donnent, et puis qui font que quelque part les choses avancent. Merci à tous. Alors moi, pour ma carte blanche, je voudrais vous faire voyager un petit peu. Sans doute, ce sont mes 13 ans de travail à la Croix-Rouge, j'ai beaucoup travaillé en Afrique notamment, qui me font essayer de regarder les choses aussi, même les problèmes qui sont proches de nous, en les rapprochant de problématiques qui existent parfois à l'autre bout du monde. Et alors, comme je me suis dit qu'à cette heure-là, vous aviez votre capacité d'attention était certainement déjà un petit peu émoussée, j'ai mis un titre un peu mystérieux en espérant que du coup vous m'écouteriez au moins les premières secondes. Donc, ma carte blanche s'intitule Maquiladoras contre commerce équitable. Alors, les maquiladoras, je dis tout de suite ce que c'est, en cas où vous me perdriez déjà en cours de route. Ce sont des ateliers à ciel ouvert, et j'appellerais plutôt ça d'ailleurs des camps de travail au Nicaragua. C'est un sujet que j'ai choisi en hommage au travail du CCFD Terre Solidaire, qui est une des associations qui nous a invités ce soir, parce qu'il y a près de 10 ans, j'avais travaillé pour le CCFD Terre Solidaire pour créer, c'est mon métier par ailleurs, un jeu pédagogique de sensibilisation afin de faire prendre conscience aux jeunes de la porosité qu'il pouvait y avoir entre des actions, des injustices qui pouvaient être commises à l'autre bout du monde et notre vie quotidienne ici. Alors au Nicaragua, il y a un peu plus de... Mais ce que je veux vous dire là, ce sont des modèles économiques que je voudrais présenter, comparer 2 modèles économiques et montrer que ceux qui sont rentables ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Il y a un peu plus de 20 ans, donc, le Nicaragua, comme beaucoup d'autres pays d'Amérique du Sud, ont créé ces zones franches sous le prétexte que ça allait créer des emplois et qu'il y aurait une balance commerciale formidable. Les entreprises qui s'y installent, comme dans toutes les zones franches, elles n'ont pas d'impôts à payer, pas de droits de douane, et elles ont des locaux gratuits. Elles travaillent pour le textile et pour des appareils de télécommunication qui sont vendus aux USA. Il n'y a pas de syndicat. Il y a une quasi-obligation d'adhérer à la centrale maison. Il y a un camp entouré de barbelés. On travaille 10 heures de travail, 7 jours sur 7. Bon, j'en passe, vous imaginez l'ambiance. Résultat, des travailleurs surexploités,
une course au dumping fiscal et social, et sur place, quelques malheureux syndicalistes qui ont réussi à exister quand même, attendent avec impatience qu'on se décide au niveau de l'OMC à introduire des clauses sociales. Et ça ne rapporte pas grand-chose au pays, parce qu'il fait tellement de cadeaux aux gens qui sont sur ces zones franches, que ça ne lui rapporte pas grand-chose. De l'autre côté, je voudrais opposer avec le modèle du commerce équitable. Bon, ça, vous le connaissez sans doute davantage que Mathilde Adorat. Donc, ça veut que chaque travailleur puisse vivre de son travail en étant acteur de son modèle de développement, avec des petites coopératives familiales, mais de plus en plus aussi des grandes entreprises, qui se sont converties à une économie plus respectueuse des droits sur les plans économiques, sociaux, culturels, environnementaux. Le point de départ de cette façon de travailler, c'était un slogan qui a été trouvé en 1964. Du commerce, pas de l'aide. Et je trouve ça magnifique, moi. C'est rompre avec l'assistance classique, la charité et autres. Sous la pression finalement positive des consommateurs, aujourd'hui il y a 3 ou 4 Français sur 10 qui achètent régulièrement des produits issus de ce commerce équitable, avec le développement de labels que vous connaissez comme Max Havelaar, de circuits comme les Artisans du Monde, et de la conviction de quelques patrons de la grande distribution, finalement ce mode de commerce, il s'est drôlement développé en 20 ans. Il implique qu'il y ait une rémunération juste du travail, qu'on respecte la préservation des ressources naturelles, qu'on ait un accès finalement au marché qui est facilité même si on est un tout petit producteur, parce que ce sont des filières, qu'il y ait des relations commerciales qui vont jusqu'à qu'on vous préfinance votre future récolte. Et évidemment, il y a un contrôle très accru là, sur le respect des normes de travail. Et ce développement finalement, qui a été induit par un changement de nous, les consommateurs et nous, les citoyens, eh bien, la loi vient de le pérenniser, de l'embellir, le 31 juillet 2014, et désormais on dit que ce modèle, c'est pas un modèle seulement nord-sud pour aider des pays lointains, mais c'est un modèle nord-nord. Et ben voilà, moi, un de mes rêves, franchement, ça serait qu'on amplifie ce genre de réflexion, qu'on reconnaisse que la justice dans les échanges, ça permet parfois de sortir quelqu'un qui est démuni, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est migrant, parce qu'il est étranger. Ça le permet de se sortir d'une situation d'assister pour devenir un propre acteur de son développement à lui, mais aussi du développement de la société dans laquelle il se trouve. Et si je suis député, je ne sais pas encore comment je m'y prendrai pour faire évoluer les choses dans le bon sens, mais je m'engage en tout cas à travailler avec les associations et les structures qui croient comme moi à ça, pour changer le regard qu'on a sur ceux qui ont eu le malheur de ne pas naître au bon endroit ou de ne pas naître au bon moment. Alors, pour cette dernière intervention, ma carte blanche, j'aimerais la faire sur un sujet peut-être pas forcément si éloigné de tous les beaux sujets qu'on a évoqués ensemble et pour lequel, à titre personnel, en tant qu'écologiste, j'ai marqué beaucoup d'accords, effectivement, que ce soit sur le logement, la migration et ainsi de suite. Non, j'aimerais l'appliquer sur le parent pauvre de la politique, la culture. Ça peut vous paraître étonnant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'évoquer, en tout cas ce soir, parce que c'était pas les sujets qui étaient à l'ordre du jour. Mais malheureusement, c'est toujours un petit peu la première victime de temps un petit peu difficile d'un point de vue économique. Et pourtant, la culture, c'est quand même quelque chose de très important. Bien évidemment, puisque j'y accorde une carte blanche, mais pour lequel j'aimerais vraiment y apporter une attention toute particulière. Le constat qu'on peut rencontrer actuellement, c'est que, je le disais, ces parents pauvres, c'est toujours malheureusement les premiers budgets qui peuvent éventuellement baisser dès lors qu'on souhaite appliquer les fonds sur d'autres sujets. Mais pourtant, c'est ce qui pourtant forme nos générations futures. Celles qui font tourner les méninges, les matières grises, qui leur permettent d'avoir toute capacité de réflexion pour ensuite devenir maître de sa destinée, évidemment, mais pouvoir permettre toutes les opportunités, aux générations à venir, évidemment. Quel gâchis peut-on rencontrer, effectivement, quand on voit dans des zones d'éducation, je dirais pas prioritaire, mais c'est un peu plus compliqué, où effectivement la culture et l'éducation sont malheureusement mis un petit peu de côté, alors qu'il y a
je dirais, il y a des potentiels assez énormes, mais sur lesquels on passe à travers. Et j'aimerais, moi, en tant que député, justement, porter une attention toute particulière à l'éducation de nos enfants. Non seulement par l'éducation, mais par l'accès à la culture, quelle qu'elle soit. Hein, j'ai pas toute culture, qu'elle soit particulièrement historique ou qu'elle soit populaire, a droit de citer. Mais j'aimerais attirer votre attention là-dessus, puisque effectivement, malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le débat de ces législatives. On parle beaucoup, effectivement, de sécurité, puisque c'est un peu dans l'air du temps, malheureusement, avec ces menaces terroristes. On parle d'emploi, ce qui est tout à fait normal. On a tous besoin d'avoir un toit et de quoi manger, évidemment. On parle d'autres sujets, d'économie, effectivement, de réduction de coûts qu'on pourrait avoir au niveau de la fonction publique. Tout ça c'est un petit peu dommage, parce que malheureusement, en fait, on ne donne pas toujours une perspective d'avenir à court, moyen, long terme à nos générations. Ça ne fait pas rêver, quoi, en fait. Donc, voilà. La culture, c'est pas seulement de la distraction. C'est pas mal de personnes qui s'y investissent, qui ne font pas quelques heures par semaine, parce que c'est toute une formation qu'il y a derrière, tout un apprentissage, où effectivement à la fin on peut les rencontrer lors de leurs prestations, mais c'est des personnes qui méritent véritablement, les artistes, d'être encouragés, non seulement dans leurs droits, mais aussi dans leur vocation, dans leurs convictions. Et j'aimerais qu'effectivement vous y soyez aussi sensibles que moi. Je vous remercie bien évidemment pour votre accueil, d'avoir invité à ce qui n'était pas un débat, effectivement j'ai bien entendu que ce n'était pas un débat, mais en tout cas à cette rencontre. C'était un plaisir de pouvoir exposer mes idées, mes convictions et écouter celles de mes concurrents et collègues. Merci. Je vais quand même parler et prendre ma responsabilité de candidat. Je remercie à Lucille d'avoir été ma porte-parole pour cette réunion publique. Hein. Je l'ai laissé parler puisqu'elle avait quand même préparé cette réunion et je n'allais pas arriver et prendre sa place comme ça. Je voulais respecter son travail. Je voulais intervenir sur le dernier sujet, mais bon, ça se brisait, donc je prends la carte blanche. Et donc, déjà, je suis touché en tant qu'éducateur qui travaille auprès de personnes en situation de handicap, que plusieurs politiques veuillent se saisir de ce sujet. Moi qui œuvre au quotidien à l'intégration des personnes en situation handicapées dans la société, que ça commence réellement à s'imprégner comme quelque chose de nécessaire, c'est très bon. Ensuite, ma carte blanche, c'est la démocratie, la 6ème République. On a fait, nous, la France Insoumise, la colonne vertébrale de notre programme, et donc je ne pouvais pas m'empêcher de pouvoir en parler, d'autant plus qu'elle permettra aussi de pouvoir lancer tous ces plans, tous ces projets dont on a parlé par la suite. Notre 6ème République, elle se veut avec une nouvelle constitution. Donc, bien entendu, on appellera à la convocation d'une assemblée constituante qui appellera à la représentation du peuple et qui sera écrite par le peuple. On veut pas que cette nouvelle constitution soit écrite dans un bureau à l'Élysée, à Matignon, par des experts, des professionnels de la politique. On a le sentiment que ça fait des années que les professionnels politiques s'occupent de nos problèmes et ça fait des années que ces problèmes ne se règlent pas. Donc on a envie de dire... voilà, laissons les gens qui vivent au quotidien ces difficultés écrire cette nouvelle constitution qui sera donc la colonne vertébrale par la suite de tous les projets qu'on veut lancer. Et donc dans cette nouvelle constitution, on veut nous donner aussi des indices de ce qui devra être inscrit. Donc on a, et notamment en plein débat en ce moment de la moralisation de la vie politique et démocratique, ce nous semble important que ce soit la question de la révocation des élus. Qu'un élu puisse être révocable à n'importe quel moment. On trouve ça scandaleux que tous les 5 ans, on vienne toquer à la porte pour nous demander pour qui voter, et pendant les 5 années qu'on suivit, on ne pose pas la question de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que vous pensez que ça c'est juste, et les mouvements de l'année dernière contre la loi travail, donc pour nous clairement démontré, il y avait un rejet important d'une loi, et c'est passé de manière antidémocratique d'ailleurs. Donc pour nous la question de la révocation des élus est importante. La notion aussi notamment d'un référendum à initiative populaire. La question justement, je reviens encore sur le conflit sur la loi travail, où on sentait qu'il y avait un fort débat au sein de la société, et ben que les citoyens puissent décider à un moment donné, bon bah ça fait trop débat, on va trancher par un référendum. Donc ça nous semble important.
la possibilité aussi pour les citoyens de pouvoir permettre de proposer une loi citoyenne, une initiative citoyenne. Et justement, ça permettrait que donc, le CCFD et le Secours catholique puissent proposer les propositions qu'ils nous ont faites, et bien qu'eux-mêmes aillent déposer cette loi à l'Assemblée nationale, qu'ils ne soient pas obligés d'aller pleurer ou quémander auprès d'un député, et en ayant la chance que ça puisse, qu'on veut bien les écouter. Donc ça, pour nous, c'est important. On veut remettre, en fin de compte, le pouvoir citoyen, remettre en place la décision citoyenne qui nous semble important. Et ensuite, dans toute cette question de démocratie, de reconnaître enfin la démocratie, on veut aussi reconnaître le vote blanc. Pour nous, il est important. On constate que l'abstention monte d'élection en élection, et aussi que le vote blanc aussi commence vraiment à être important. Les gens, ils savent que c'est pas un vote qui sera malheureusement reconnu, même si maintenant il a été séparé des votes nuls, mais il n'est pas reconnu. Et nous, pour nous, c'est important en termes de démocratie. Si les gens se déplacent pour aller voter et décident de voter blanc, et bien que cette décision soit respectée, cet avis qui porte soit respecté, et que ça puisse être comptabilisé. Et aussi dans tout ce débat qui a animé la campagne présidentielle, on souhaite aussi l'interdiction pour les condamnés pour corruption de pouvoir être élus. Si on a été condamné, on ne peut pas prétendre à cette responsabilité d'être élu aux yeux devant le peuple. Donc pour nous, c'est important. Ça, c'est différentes propositions qu'on fera pour une assemblée constituante. Et c'est d'autant plus des mesures que je m'appliquerai à moi-même en tant que député. Je serai, si le 18 juin, la France Insoumise n'obtient pas donc, une majorité, et que je venais aussi à être élu, je serai un député révocable. Je mettrai en pratique mes propres propositions. La 6ème République, c'est maintenant que je la mettrai en place. Donc je serai un député révocable. Je serai un député qui travaillerait, je le fais vite, je serai un député qui travaillerait aussi à une possibilité de loi à initiative citoyenne, et avec les habitants de notre circonscription. Et je serai un député qui reverserait aussi quasiment l'intégralité de mon indemnité à mon organisation politique et aux associations. Et je garderai que mon simple salaire d'éducateur. Parce que je pense que c'est important que les députés qui votent des lois qui nous impactent au quotidien à nous tous soient conscients de nos réalités. Donc voilà pourquoi ça me semble important. Donc je remercie encore les organisateurs de nous avoir invités, et merci le public d'avoir été présent. Merci à tous. Il nous reste à vous remercier, les 5, 6, puisque peut-être 6 là maintenant, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu présenter vos positions sur nos propositions. Merci aussi d'avoir essayé de respecter les règles. On les a un petit peu dépassé les timing. Désolé pour les questions, mais on les répercutera aux personnes concernées. Je rappelle aussi que toutes les interventions, y compris des 10 autres candidats qui n'étaient pas 11, 12, non, il y a 15 et 15, 15 moins 5, ça fait 10, Henriette. Les 10 autres seront également donc, consultables sur le site du Secours catholique. Donc un grand merci à tous. On vous propose des échanges informels maintenant pour ceux qui peuvent rester et partager. Merci. Oui, et un grand merci à Henriette et à Jacques et à toute l'équipe qui s'est mobilisée, qui a organisé cette soirée. Un grand merci, on peut les accueillir chaleureusement. Merci à eux. Un grand merci. Et je voudrais aussi saluer la présence ce soir du secrétaire général du Secours populaire, qui n'était pas organisateur de cette soirée, mais qui fait partie des 17 du collectif citoyen fraternel 92. Et on continue.